Je n'imaginais pas que le moment où ma fille obtiendrait de l'argent, la première chose qu'elle ferait serait de me rejeter. Comme un déchet. Mais cette nuit-là, alors que la pluie trempait mon pull, et que ces lampes de sécurité aveuglaient mes yeux gonflés, ce n'était pas la tempête qui me brisait. C'était la voix de ma fille. Céline. Tranchant la nuit. Comme du verre. Tu ne verras jamais un centime de mon argent. Vieille sorcière. Ma valise heurtait le béton, alors qu'elle parlait, s'ouvrant, comme une ampoule éclatée. Les vêtements pliés quelques heures plus tôt se répandaient sur son allée immaculée, sous-vêtements. Chaussettes, une vieille blouse que je portais pour garder ses enfants. Ma brosse à dents roulait dans le caniveau, comme si elle savait qu'elle n'avait plus sa place. Elle ne bronchait pas. Son nouveau petit ami, à peine plus âgé que son propre fils, se tenait derrière elle, bras croisés, souriante, comme s'il venait de gagner un prix. Le manoir à Deauville derrière eux était encore à moitié enveloppé de rubans immobiliers. Elle n'avait même pas retiré le panneau vendu. Je restais là, dans le jardin, sans crier, sans supplier, juste silencieuse. La pluie plaquait mes cheveux sur mon crâne, faisait couler le mascara dans les plis de mon visage. Mais je restais immobile. Ces enfants n'étaient pas là. Dieu merci, ils n'ont pas vu leur grand-mère jetée. Comme une serpillière usée, tu es une sangsue, cria-t-elle. J'ai travaillé dur pour ça. Tu ne vas pas profiter de moi. Juste parce que tu es vieille, travailler dur. Ma mâchoire se crispait, mais je ne parlais pas. Pas encore. Pas quand je connaissais la vérité, qu'elle ne se donnait même pas la peine de cacher. Elle avait gagné à la loterie. 10 millions d'euros. Comme ça. Et du jour au lendemain, j'étais devenue un poids mort. Elle disait autrefois, si on faisait un gros coup, on voyagerait ensemble. On achèterait un duplex. J'aurais mon propre espace. Elle m'aurait prêt pour les enfants. Elle le disait à ses amis, que j'étais son roc. Mais dès que le chèque était encaissé, elle ne m'a même pas laissé une couverture pour la nuit. Je ramassais mes chaussettes sur le chemin de dalle, lentement, une par une. Mes mains tremblaient de froid, mais je refusais de la laisser me voir pleurer. Elle me fixait avec ses yeux, que j'embrassais autrefois avant de dormir. Maintenant, ils étaient vides. Plate. Dégage de ma propriété. Ou j'appelle la police, disait-elle. Tu n'as aucun droit d'être ici? Aucun droit. Les mots se logeaient quelque part derrière mes côtes. Je voulais crier. J'ai payé ton loyer pendant 4 ans. J'ai élevé tes bébés. Pendant que tu changeais de travail, j'ai sacrifié ma retraite pour t'aider à recommencer. Encore et encore. Mais je ne le faisais pas. Pas alors. Car je n'étais pas prête à lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer. À la place, je serrais ma valise, reculais. La pluie se mêlait à la saleté sur mes chaussures, tout transformant en boue. Elle pensait que je ramperais, que je reviendrais, la queue entre les jambes, reconnaissante pour des miettes. Mais elle avait fait une erreur, une petite négligence, qui lui coûterait toute. Elle n'avait jamais vérifié le nom sur le billet de loterie. Quelques semaines plus tôt, nous étions encore une équipe, du moins. C'est ce que je me disais. Je faisais la cuisine, pliais le linge des enfants, payais la moitié des factures avec ma pension sans me plaindre. Elle était entre 2 emplois, quelque chose de temporaire, pendant qu'elle réfléchissait à son prochain mouvement. Je ne posais jamais trop de questions. Je faisais juste ce que je faisais toujours. Tenir la ligne pour nous deux. Cette petite maison à 2 niveaux en Normandie, avec des carreaux fissurés et une rampe ébréchée, était encore pleine de bruit, de désordre, de dessins animés trop forts. Ce n'était pas parfait, mais c'était chez nous. Et nous avions cette habitude, elle et moi, quand la vie semblait trop lourde, trop sombre, nous passions à la station-service. Prenions chacune un billet de loterie, c'était notre petit rituel. Tu imagines, disait-elle, brandissant son billet, comme un passeport doré. 10 millions. Plus de nouilles instantanées, plus d'appels des créanciers. Je riais, disais quelque chose. Comme, ouais, peut-être que j'aurais enfin cette balançoire de Porsche, dont je parle toujours. Nous n'attendions pas vraiment de gagner, ce n'était pas le but. C'était un espoir partagé en bouts de papier à 2 euros. Une façon de rêver sans engagement. Certaines semaines, nous oublions. D'autres, nous rentrions. Alignions les billets sur la table. Choisissions nos numéros préférés. Elle aimait les anniversaires. Je prenais des chiffres au hasard, juste pour défier le destin. Si je gagne, disait-elle en souriant, on partage en 2. Je t'ai
Maman. Elle disait toujours ça. Je tais. Et je la croyais. Que Dieu me pardonne. Je la croyais. Même quand elle ne payait pas sa part de la facture d'eau. Même quand elle levait les yeux au ciel. Quand je lui demandais de ranger le salon avant le retour des garçons. Même quand elle me laissait garder ses enfants pour aller à des entretiens, qui finissaient toujours dans des bars, elle avait ses humeurs. Mais je trouvais des excuses. Elle est juste fatiguée. Elle fait de son mieux. Elle ne le pense pas. Car c'est ce que font les mères. Nous amortissons les coups, nous portons le poids, qu'elle ne voit même pas. Mais cette semaine-là, quelque chose était différent. Elle commençait à agir bizarrement. Se repliante, sursautant. Quand son téléphone sonnait, s'énervant contre les garçons, chuchotant derrière des portes fermées, je pensais qu'elle était peut-être déprimée ou dépassée. Je ne poussais pas. Puis un jour, nous regardions la télé. Un segment d'actualité locale sur un billet de loterie gagnant vendu juste à côté, à la même station-service, où nous allions. Quelqu'un dans ce quartier est millionnaire, disait le présentateur. Elle s'agitait sur le canapé, ne souriait pas. Tu achètes là-bas parfois? Demandait-elle. Désinvolte. Ouais, disais-je. J'en ai pris un lundi avec les courses. Pourquoi? Elle haussait les épaules. Juste curieuse. Elle ne me regardait même pas. Le lendemain matin, le billet avait disparu. Pas dans le tiroir. Pas derrière les aimants. Pas sur le frigo. Je cherchais partout, mon cœur s'enfonçant à moi placard. Que j'ouvrais, je ne lui demandais pas. Je ne voulais pas y croire. Car nous jouions toujours ensemble. Et elle promettait, si nous gagnions, nous partagerions. Mais c'est ça avec les promesses faites dans le confort. Elles ne survivent pas toujours à l'opportunité. Ce billet de loterie n'était pas un rêve, pas une blague. Il était à moi. Je me souviens l'avoir acheté si clairement, plus clairement, que ce que j'avais pris pour le petit déjeuner ce jour-là. J'étais en file derrière un homme criant au téléphone, sa voix pleine de rage, jurant sur un marché raté. Je voulais juste prendre mon lait, peut-être un paquet de chewing-gum, et rentrer, mais quelque chose me poussait. Peut-être l'ennui, peut-être le destin. Le caissier souriait. Quand j'atteignais le comptoir, demandait si je voulais un billet. J'ai presque dit non, mais je m'entendais dire « Ouais, d'accord ». Choix rapide. Ça m'avait coûté 2 €. J'avais encore le reçu dans mon portefeuille. J'avais laissé le billet épinglé sur le frigo avec un aimant en forme de smiley, un aimant stupide, joyeux, tenant un avenir que je ne savais pas, que j'allais perdre. En rentrant, elle était de mauvaise humeur. Parlez vite, appentait la cuisine, se plaignant d'un recruteur qui l'avait ignoré. Je n'interrompais pas. Je ne le faisais jamais. Hochait juste la tête, essayait de l'apaiser avec une tasse de thé fraîche et un reste de tarte. J'ai acheté un billet, disais-je, essayant d'alléger l'ambiance. Peut-être qu'on sortira enfin de ce vieil endroit. Elle ne riait pas, ne souriait même pas, disait juste « Ouais, ce serait quelque chose » et continuait de faire défiler son téléphone. J'épinglais le billet sur le frigo, l'oubliais, elle non. Cette nuit-là, elle faisait le dîner, ce qu'elle faisait rarement, versait du vin, comme si nous célébrions quelque chose, sans jamais dire quoi. Elle m'embrassait même pour dire bonne nuit. Le lendemain matin, le billet avait disparu. Elle le laissait l'aimant, juste l'aimant, un sourire vide me fixante. Chaque fois que j'ouvrais le frigo pour le lait, elle n'en parlait pas. Je ne demandais pas, car je voulais désespérément croire en sa bonté. Mais c'était avant qu'elle rentre avec de nouvelles chaussures, avant qu'elle commence à chuchoter au téléphone, arpentant le couloir à minuit, avant qu'elle claque la porte à mon visage, disant qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Je restais silencieuse, j'espérais, j'attendais, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Car quelques jours plus tard, elle se tenait au milieu du salon, mon salon, souriante, comme un enfant le matin de Noël. Disante, tu ne vas pas y croire. Elle brandissait un chèque. 10 millions? J'ai gagné, disait-elle, la voix tremblante de joie. J'ai vraiment gagné. Je ne criais pas, ne pleurais pas. La regardais juste, et c'est là que je savais qu'elle mentait en face, car elle n'achète jamais de billets, ne porte jamais d'argent liquide, déteste attendre en file, déteste discuter avec les caissiers. Et pourtant, soudain, elle avait les numéros gagnants. Je forçais son sourire. Wow! C'est incroyable.
Elle m'enlaçait fort. Je vais enfin nous sortir d'ici, disait-elle. On va avoir la vie qu'on mérite. Nous. Mais je savais mieux. Je nous avais une date d'expiration. Et elle arrivait plus vite que je ne voulais le croire, car elle ne me regardait jamais, comme si elle le pensait. Et j'avais un pressentiment que je ne pouvais pas secouer. Elle avait pris mon billet et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment volé. Quelques jours plus tard, elle était partie. Pas un au revoir, pas une note, juste une brosse à dents manquante, un placard à moitié vide. Et le silence. Là où sa voiture était, j'aurais pensé qu'elle faisait des courses s'il n'y avait pas eu le voisin. Hein? Disait René, debout près de notre clôture partagée, cigarette entre les doigts. J'ai vu un camion de déménagement devant vers 5 heures ce matin. Je pensais que tu partais. Je clignais. Camion de déménagement. Ouais. U-Haul. 2 gars chargeaient des cartons. Elle les dirigeait en talons et peignoirs. J'avalais. Mon estomac devenait froid. Je n'avais même pas entendu le camion. J'étais réveillée depuis 4 heures avec une hanche douloureuse et des pensées pires, mais d'une manière ou d'une autre, Céline s'était éclipsée, pendant que j'étais dans le jardin à arracher des mauvaises herbes. Comme une idiote! Elle n'était pas juste partie, elle s'était échappée. C'est le mot qui restait avec moi, comme si j'étais quelque chose dont il fallait fuir. Un fardeau dont elle s'était enfin débarrassée. Je vérifiai la cuisine. Sa tasse était partie. Celle que je lui avais donnée à sa remise de diplôme. Les femmes fortes élèvent des filles fortes. Elle était à côté de la mienne chaque matin. Maintenant, c'était juste moi et l'aimant sur le frigo. Je marchais vers lui, lentement, posais ma main à plat sur la surface blanche lisse, fixais l'endroit où ce billet était. Ce n'était plus une blague, plus juste un soupçon. Elle avait pris mon billet. Et maintenant, elle était partie. Je l'appelais une fois, juste une fois, directement sur messagerie. Je ne laissais pas de message. Ne suppliais pas. J'avais passé trop d'années à attendre. Qu'elle me choisisse plutôt que la commodité, à la place. Je m'asseyais à la table de la cuisine, fixais la chaise, où elle s'effondrait après une longue journée, se plaignant que la vie était injuste. Injuste, ce mot résonnait autour de moi, comme une insulte. Je repensais à comment je lui avais tenu la main pendant l'accouchement, payé ses dettes quand elle perdait son 2e emploi, annulé mon propre voyage pour voir une amie mourante, juste pour garder ses enfants. Quand elle partait se retrouver à Aix-en-Provence pendant 3 semaines. Et maintenant, elle emménageait dans un manoir à Deauville, payé avec mon argent, acheté avec le billet gagnant, qu'elle avait volé dans ma maison. Sur mon frigo, elle appelait ça un miracle, une bénédiction. Mais elle oubliait quelque chose, le nom. Elle n'avait jamais retourné le billet, n'avait jamais vérifié, qu'il avait signé. Et cet acte d'arrogance, c'est ce qui déferait tout. Je n'étais plus la femme qui essuyait ses larmes, lui disant que tout irait bien. Non, j'étais la femme qui avait signé ce billet et j'en avais fini d'être silencieuse. Elle était partie, mais pas invisible, pas pour moi. Je voyais tout ce qu'elle faisait, car elle ne pouvait s'en empêcher. Elle exhibait cette victoire comme un badge d'honneur, la paradant sur Facebook, Instagram, même en taguant les chaînes de télévision locales, d'une maman célibataire fauchée à une reine millionnaire, écrivait-elle sous une photo d'elle sur les marches d'un manoir blanc marbré, verre à la main, jambes croisées, comme si elle y appartenait. Son sourire était large, mais je le connaissais trop bien. Ce n'était pas de la joie, c'était de l'autosatisfaction. Et les gens avec qui elle fêtait, des cousins qu'elle n'avait pas appelés en 5 ans, de vieux amis du lycée, qui parlaient d'elle dans son dos. Soudain, ils étaient tous de la famille à nouveau. Et moi, j'avais disparu de son récit. Pas de merci. Maman. Pas de on l'a fait. Même pas une photo de la maison en Normandie, où je l'avais élevée, où j'avais aidé à élever ses propres enfants, où j'avais nettoyé ses désordres et l'avais maintenue ensemble. Quand elle s'effondrait, elle m'avait effacée, comme une raille dans sa nouvelle vie parfaite. Mais je ne criais pas, ne commentais pas, ne postais sur rien. Je regardais juste, car dans son arrogance, elle avait oublié une chose. J'étais toujours sa mère, et les mères remarquent. Je voyais son statut passer de recherche d'emploi à investisseuse privée, la voyais taguer un agent immobilier de luxe dans une story intitulée « Nouveau départ ». Je voyais ses boomerangs de coupes de champagne s'entrechoquant dans des bars sur les toits,
pendant que ces garçons jouaient en arrière-plan, sans surveillance. L'image de mes petits-fils dans ce chaos me glaçait. Elle avait troqué la structure pour le spectacle, et moi, elle m'avait remplacé par une nounou, qui n'écrivait même pas leur nom correctement dans les légendes. Mais le pire n'était pas ce qu'elle exhibait, c'était ce qu'elle cessait de montrer. Les garçons. De moins en moins. D'abord une photo par semaine, puis rien. Et je savais ce que ça signifiait. Elle était occupée, distraite, autocentrée. Elle poursuivait une vie qu'elle n'avait jamais construite pour elle-même. Pas vraiment, car la vérité, elle n'avait pas gagné cet argent. Elle l'avait volé, et qu'elle le sache ou non. Elle construisait sa maison de rêve sur du sable. Je ne la confrontais pas. Pas encore, car j'avais besoin de plus que de la colère. J'avais besoin de preuves. Alors j'ouvrais un tiroir, que je n'avais pas touché depuis des années, sortais le dossier avec mes reçus, mes vieilles listes de courses. Et oui, la photo, que j'avais prise de ce billet le jour où je l'avais acheté, juste pour le plaisir. Elle était là, floue, inclinée, mais lisible. Date, here, lieu, numéro, les miens. Je l'imprimais, la glissais dans la poche de mon manteau, car elle avait beau m'avoir quitté, j'étais sur le point de marcher droit dans la vérité. Et cette fois, je ne serais pas celle effacée. Je n'allais pas vers elle. Pas encore. J'allais à la station-service, celle où j'avais acheté du lait, pris des haricots en boîte, payé des factures par instinct pendant 15 ans. L'homme derrière le comptoir, René, me connaissait par mon nom. Madame Geneviève, appelait-il en me voyant entrer. Ça fait longtemps. Je souriais, mais ça semblait tendu sur mon visage. René, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Vous souvenez-vous du billet de loterie que j'ai acheté lundi dernier? Celui dont j'ai plaisanté en disant qu'il pourrait changer ma vie. Il riait. Ouais, je me souviens, vous disiez que vous alliez vous acheter une maison sur la plage et laisser la vaisselle à votre fille. Je ne riais pas avec lui, me penchais en avant, baissant la voix. Ce billet a disparu, et quelqu'un d'autre prétend l'avoir acheté. Son visage s'effondrait. Attendez, vous parlez du billet gagnant. Je l'ai signé au dos, disais-je. Je le fais toujours. Il clignait. Eh bien, mince, je peux vérifier les images de surveillance. Si vous voulez, mes genoux manquaient de lâcher. Pourriez-vous? 10 minutes plus tard, il m'emmenait dans l'arrière-boutique. L'écran était petit, granuleux, mais j'y étais. Mon manteau, mon sac, mes racines grises visibles sous mon bonnet tricoté, tendant un billet, recevant ce petit bout de papier en retour, puis sortant un stylo de mon sac, écrivant quelque chose. Mon nom. Je couvrais ma bouche. René, ça vous dérange? Si j'enregistre ça, il hésitait, puis hochait la tête. Allez-y. Je sortais mon téléphone, appuyais sur enregistrer. Pas de mots, juste une preuve. Plus tard ce jour-là, j'appelais le bureau de la Loterie nationale, leur disais tout quand j'avais acheté le billet ou que j'avais une vidéo de surveillance, une photo des numéros. Et surtout, mon nom signé au dos. La femme à mon téléphone marquait une pause quand je finissais, puis disait « Je vais avoir besoin que vous envoyiez tout ce que vous avez. Nous ouvrirons une enquête si votre nom est au dos et correspond à la vidéo. Le paiement peut être légalement contesté. » Je ne bronchais pas, ne jubilais pas, demandais juste « Pouvez-vous geler les gains ?» Elle répondait, une fois l'enquête officiellement ouverte, « Oui. » Je la remerciais, raccrochais, puis m'asseyais dans ma petite cuisine, celle-là, que Céline moquait pour être démodée, et me laissait enfin respirer. Je ne lui envoyais pas de message, n'appelais pas, la laissais continuer à siroter du champagne dans son luxe loué, car pendant qu'elle s'occupait à acheter du Versace et à brûler des ponts, je laissais l'effet faire ce que des années d'amour n'avaient jamais pu, la tenir responsable. Et le meilleur, elle n'avait aucune idée de ce qui venait. Pas encore. Mais quand l'argent cesserait de couler, que les gens cesseraient d'applaudir, et que le silence s'installerait, comme de la pourriture, elle lèverait les yeux et réaliserait que la femme, qu'elle appelait une cinq-sous, était celle qui tenait le stylo depuis le début. La première chose qu'elle faisait avec l'argent, après avoir disparu, après m'avoir effacé, était d'acheter des abonnés. Pas littéralement, mais c'est l'impression que ça donnait du jour au lendemain. Son profil se transformait en vitrine.
sac de créateur, brunch au bord de la piscine, vantardisé sur 10 000 € dépensés en une seule virée shopping. Comme si c'était de la petite monnaie. Et puis ça empirait. Elle commençait à parler de moi. Ça commençait subtilement. Un post surcoupé les gens toxiques. Puis une photo d'elle trinquant avec de vieux amis sous la légende. Enfin, libre des sangsues. Entourez-vous de gagnants? Pas de mendiants? Je le lisais 2 fois. Puis je regardais les commentaires, rire. Émoji d'applaudissement. Son amie Mathilde. On savait toujours qu'elle était un poids mort. Quelqu'un d'autre. Bon débarras de la vieille profiteuse. Fais ta vie, ma fille. Je faisais défiler des dizaines comme ça. Mon visage brûlait. Mon estomac se retournait. Il ne me connaissait pas, ne connaissait pas la femme, qui sautait des repas pour qu'elle puisse avoir une deuxième portion, celle qui cosignait le bail. Quand son crédit était au plus bas, celle qui tenait la main de sa petite fille pendant une fièvre et nettoyait le vomi du tapis, pendant que sa mère allait en boîte pour se vider la tête. Ils ne savaient pas ce que j'avais donné, car Céline ne leur disait jamais. Elle m'avait effacé en quelques clics, laissant des étrangers me peindre, comme une parasite pitoyable. Je ne répondais pas, faisais juste des captures d'écran de chaque commentaire, chaque post, chaque tag, puis les imprimais. Car pendant qu'elle faisait du shopping pour de l'influence, j'étais assise avec une avocate nommée Valérie Dubois, recommandée par un voisin retraité, qui avait vécu quelque chose de similaire. Valérie portait des lunettes, parlait avec précision, ne me demandait jamais si j'étais sûre, lisait mes documents en silence, mes reçus, ma photo signée, les captures de surveillance. Et quand elle finissait, elle me regardait dans les yeux, disait « Ce n'est pas juste de la fraude, c'est du vol. » « Et vous avez un dossier? » Je hochais la tête. « Je ne veux pas de vengeance. Vous voulez ce qui vous revient de droit. » « Oui. » Nous soumettions tout cet après-midi-là, à la fin de la semaine. Le bureau de la loterie confirmait enquête active. « Paiement gelé! » Annonce publique retardée. Pourtant, je ne disais rien à Céline, car à quoi bon prévenir quelqu'un qui brûle déjà le pont derrière lui? La laissais avancer sur ce bord, la laissais me moquer plus fort. Pendant que les fondations s'effritaient sous ses talons, plus elle postait, plus elle s'exposait, et elle n'avait aucune idée de qui regardait, plus maintenant. Elle continuait, plus fort, plus méchant, plus suffisant. Mais je ne répondais pas un message, pas un appel, pas même un avertissement, car quand quelqu'un danse au milieu d'une tempête, qu'il ne voit pas venir, vous ne criez pas pour qu'il s'arrête. Vous attendez juste, pendant qu'elle postait des photos avec des légendes, comme « Les vraies reines ne demandent pas la permission ». J'étais de nouveau dans le bureau de Valérie, signant un affidavit formel, confirmant que la date, le lieu, les circonstances de mon achat, pendant qu'elle téléchargeait des vidéos vantant son indépendance. J'envoyais discrètement des relevés bancaires, montrant mon ancien soldat, avant que l'argent ne disparaisse. Preuve de qui j'étais. Avant qu'elle ne parte avec mon avenir dans son sac, je restais silencieuse. Et ça devenait ma plus grande arme, car mon silence la forçait à combler le vide avec du bruit. Un bruit qui exposait son ego, son impulsivité, son manque total de soin pour quiconque sauf elle-même. Elle appelait des parents que nous n'avions pas vus depuis des années. On devrait se rattraper, disait-elle, agitant des voyages et des cadeaux, comme des appâts. Des gens qui ne se souvenaient même pas de son anniversaire étaient maintenant dans ses commentaires, prétendant l'aimer. Et moi, je regardais, pas avec jalousie, plus même avec tristesse, avec clarté, car elle faisait la même erreur encore et encore, pensant que l'amour signifiait contrôle, que le pouvoir signifiait possession, que l'argent pouvait acheter une ardoise propre et une perte de mémoire. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que pendant qu'elle traitait ce pactole, comme un fantasme, je construisais quelque chose de solide, un dossier, une fondation, un avenir où elle n'avait plus de place. Valérie m'appelait tard un soir. La commission de la loterie a officiellement reconnu votre réclamation. Il gèle tous les comptes associés au billet gagnant, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Le paiement est en attente indéfiniment. Je m'asseyais dans ma cuisine, une tasse de thé à la main, écoutant ces mots. Comme une musique. Dois-je l'informer? Demandai-je doucement. Valérie riait. Non, les banques le feront pour vous. Et effectivement, 2 jours plus tard, ces réseaux sociaux devenaient silencieux, totalement silencieux. Pas de posts,
Pas de stories. Pas de virée de luxe. Pas de bulle de champagne. Juste le silence. J'imaginais son réveil, essayant d'utiliser sa carte. Voyant l'écran clignoter refusé. Réessayant. Doigts frénétiques, voix confuse. Et puis, enfin, la panique. Mais je ne souriais pas, ne jubilais pas, car ce n'était pas de la vengeance. C'était de la dignité, la mienne. J'avais tout fait correctement. Je l'avais aimée au-delà de mes limites, sacrifiée au-delà de la raison, donnée sans prendre. Et elle m'avait repayé par l'exil et la moquerie. Mais maintenant, elle recevait exactement ce qu'elle m'avait donné. Rien. L'État vérifiait tout, chaque horodatage, chaque angle de caméra, chaque seconde granuleuse de la vidéo, montrant de ma main prenant ce billet, le glissant dans mon sac, signant mon nom à l'encre tremblante. C'était le mien. Ils n'hésitaient même pas. Cela passera à une annonce publique, me disait l'officiel. Nous émettrons une correction et planifierons une conférence de presse pour la véritable réclamante. Véritable réclamante. Comme un titre, un rôle, que j'avais gagné juste en étant honnête. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vue, pas comme la mère de quelqu'un, pas comme un paillasson ou un fardeau, mais comme une personne qui avait tenu à la vérité. Même quand elle l'avait presque écrasée, je raccrochais. Regardais la maison silencieuse autour de moi. Pas de lustre, pas d'escalier résonnant ou de vue sur l'océan, juste la bouilloire. Le rideau effiloché, la peinture écaillée près de l'évier. Et pourtant, ça semblait plus chez moi, qu'aucun manoir ne le pourrait jamais. Je ne me pressais pas pour le dire à qui que ce soit, pas même à René, qui m'avait prêté un plat à gratin et murmuré un jour « Vous êtes trop bonne pour être traitée comme ça », car ce n'était pas pour prouver quelque chose aux autres, c'était pour me prouver à moi-même que je n'étais pas devenue folle, que je n'avais pas imaginé son changement, sa froidure, le moment où elle avait cessé de me voir comme une famille et commençait à me voir comme une concurrente. Elle pensait que je resterais silencieuse pour toujours, que j'aurais trop honte, trop petite, trop vieille pour riposter. Mais elle oubliait, le silence ne veut pas dire faible, et la dignité ne demande pas la permission. Je regardais par la fenêtre cette nuit-là, le ciel sombre et sans étoiles, et me laissais ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, la paix, car je n'avais pas juste récupéré mon billet. Je m'étais récupéré la version de moi qui connaissait sa valeur, qui savait quand donner et quand arrêter de donner, qui ne mesurait plus son amour à combien elle pouvait endurer. La conférence de presse était prévue pour la semaine prochaine. Préavis minimal. Juste assez de temps pour se préparer. Je ne disais rien à Céline. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle ne m'avait jamais dit qu'elle partait. Jamais dit qu'elle déménageait. N'avait pas dit un mot. Pendant qu'elle empochait 10 millions. Et disait au monde que c'était à elle. Elle avait oublié de regarder en arrière, et je ne l'avertirais pas de regarder devant, qu'elle découvre, comme je l'avais fait, seule, stupéfaite, debout au milieu d'une vie, qui ne lui appartenait pas. La vérité était en route, et elle portait mon nom, la veille de la conférence de presse. Je ne pouvais pas dormir, pas à cause des nerfs, pas de la peur, à cause de la mémoire. Je m'allongeais sur mon vieux lit simple, le ventilateur de plafond bourdonnant au-dessus de moi fixait l'obscurité, alors que des images défilaient dans mon esprit, comme un film que personne n'avait demandé à voir. Ses premiers pas, son premier chagrin d'amour. Comment elle s'était glissée dans mon lit à 15 ans, joues de jus marbrées, mascara étalé, murmurant. Pourquoi tout le monde part? Je l'avais tenue cette nuit-là jusqu'à l'aube. Je n'avais jamais pensé qu'elle serait celle qui me laisserait derrière. Je pensais construire une vie où le sacrifice était sa propre récompense, que si je continuais à donner, à tenir l'espace pour son chaos, un jour elle se retournerait, dirait « Maman, je te vois ». Elle ne l'avait jamais fait, et ça m'écrasait autrefois, mais allongée là dans le silence. Je réalisais quelque chose. J'avais fait tout ce que je pouvais, et elle avait choisi. On dit souvent « Le sang est plus épais que l'eau », mais on ne finit jamais la citation. C'est le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus, ce qui signifie que les liens qu'on choisit comptent plus que ceux dans lesquels on est. Elle avait choisi l'argent plutôt que la mémoire, l'ego plutôt que l'honnêteté, l'image plutôt que moi, et j'en avais fini de me blâmer pour ça. Je repensais à toutes les fois où je l'avais bordée alors que je n'avais pas dormi,
payer son loyer avec l'argent destiné à mes médicaments, annuler des rendez-vous médicaux, des sorties avec des amis, même mes propres rêves, car les siens semblaient toujours plus urgents. Mais maintenant, je ne me sentais pas vide, je me sentais propre. Comme si tout ce qu'elle m'avait pris avait été remplacé par quelque chose de meilleur, la clarté. Le lendemain matin, je me tenais devant le miroir, attachais mes cheveux en arrière, mes tasses la blouse, que je réservais pour les fêtes, pas tape à l'œil, pas chère, mais elle était à moi. Le trajet jusqu'à la conférence de presse à la mairie de Deauville était silencieux. Valérie assise à côté de moi, mallette sur les genoux, yeux calmes. Elle ne demandait pas si j'étais prête. Elle savait que je l'étais. Nous arrivions dans un petit auditorium. Rien de grandiose, juste un podium, une bannière, et une salle pleine de reporters locaux bourdonnant de questions. L'officiel appelait mon nom. Aujourd'hui, nous sommes ici pour clarifier la véritable propriété du billet gagnant de 10 millions. Acheté à la station-service sur la route 18, les flashs crépitaient. Je montais. Ma voix ne tremblait pas. Je m'appelle Geneviève Lemoine, disais-je. J'ai acheté ce billet. Je l'ai signé. Et je suis la véritable gagnante. C'était fini en 3 minutes. Mais le silence après semblait éternel. La presse essayait de poser plus de questions. Je souriais poliment, m'éloignais, car je n'avais plus besoin de m'expliquer. La vérité avait déjà parlé. Et quelque part là dehors, le monde parfait de Céline se fissurait. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà à quoi ressemblait un château construit sur du sable volé. Je ne postais rien après la conférence de presse. Ne taguais pas. Ne me vantais pas. Ne disais rien à personne hors du cercle légal. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'avait toujours pas entendu. Car le lendemain matin, elle postait une story depuis un salon sur un toit. Pourtant de nouvelles perles. Tenant un cocktail, comme si le monde lui appartenait encore. Manifester plus de millions, disait la légende. Je fixais mon téléphone, lèvres serrées. Elle n'avait aucune idée. Aucune idée. Que l'État avait gelé ses comptes. Aucune idée. Que l'enquête était terminée. Aucune idée. Que son nom était sur le point d'être effacé de chaque centime du prix. Qu'elle avait réclamé. Et je ne lui devais pas d'avertissement. Qu'elle profite d'un dernier coucher de soleil sur un horizon loué. J'avais organisé la conférence de presse pour une raison. Préavis minimal. Lieu discret. Juste assez de présence pour être officielle, mais pas assez pour l'alerter. Avant que ce soit fait. Elle ne savait pas, car je ne lui avais pas dit. Elle n'avait pas vérifié, car elle pensait que j'étais incapable d'agir. C'était son point aveugle. Elle pensait que mon silence signifiait la reddition. Elle oubliait qu'il avait élevé la femme qui assistait aux réunions scolaires avec une colonne d'acier, qui travaillait des heures supplémentaires pour payer ses appareils dentaires, puis cousait sa robe de bal avec du tissu en solde, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre celle qu'elle voulait vraiment, la femme, qui veillait toute la nuit pour la soutenir à travers les ruptures. Les crises d'angoisse, les larmes postpartum, j'avais été son épine dorsale, jusqu'à ce qu'elle la brise. Alors maintenant, je me tenais seule, pas plus faible, pas moindre, mais plus claire. Je n'avais pas besoin que le monde sache ce qu'elle avait fait, juste que la loi le sache. Et c'était le cas. Valérie m'envoyait les documents mis à jour cet après-midi-là. Preuve que l'État avait transféré tous les droits de gain à mon nom, que le paiement serait réémis sous mon nom, que l'ancienne réclamante, ma fille, n'avait plus légalement droit à 1 centime. Je m'asseyais à la table de la cuisine, papier et main, et respirais. Elle n'avait toujours pas appelé, n'avait toujours pas remarqué. Et une partie de moi ne voulait pas qu'elle le fasse, car plus elle restait dans l'ignorance, plus la chute serait brutale. Les gens comme elle ne voient pas la vérité, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les lumières s'éteignent, que les applications bancaires cessent de fonctionner, que les amis cessent de répondre, et que les gens qu'elle avait passé 10 millions à impressionner tournent le dos sans un second regard. Ça venait, et quand ça arriverait, je n'élèverais pas la voix, ne claquerais d'aucune porte. Je la regarderais juste dans les yeux et ferais ce qu'elle n'attendait jamais, m'éloigner. Le moment où la nouvelle l'atteignait enfin. L'horloge sur le mur de ma cuisine passait l'heure, et mon téléphone explosait en une frénésie. Vibrant, comme un essaim de frelons en colère piégés dans un bocal. Chaque vibration secouait la vieille table en chêne dessous. Un rappel incessant du monde réclamant mon attention. J'ignorais chaque appel, chaque sonnerie,
Chaque pulsation insistante. Mon cœur savait qui j'attendais, et ce n'étaient pas les voisins, les chaînes d'infos ou les voix curieuses avides de ragots. Je restais immobile, mains croisées sur mes genoux, le poids des années pressant contre ma poitrine, comme une pierre polie par le courant incessant d'une rivière. J'attendais Céline. Enfin, je décrochais. L'écran du téléphone s'illuminait avec son nom. Un nom qui semblait autrefois celui de la famille, mais qui maintenant avait un goût amer. Comme du café laissé trop longtemps sur le feu, je répondais, et elle ne s'embarrassait pas de politesse. Pas de bonjour, pas de vas-tu bien. Sa voix déchirait la ligne, brute et déchiquetée. Un cri portant le poids d'une vie se défaisant en temps réel. Tu as volé ma vie, hurlait-elle, ses mots se brisant de panique. Le genre qui éclate. Quand quelqu'un réalise que le masque soigneusement façonné, qu'il a porté pendant des années, fond sous l'éclat de la vérité, exposé à tous. Sa voix était une tempête, sauvage et déchaînée. Mais je restais silencieuse, laissant l'ouragan faire rage. Je pouvais l'imaginer arpenter, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes, son monde s'effondrant sous la lumière crue d'une scène publique. « Tu penses que tu es maligne? »« Hein? » crachait-elle. « Tu penses que c'est la justice? Tu m'as humiliée devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment suis-je censée les affronter? » Ces mots restaient suspendus, tremblante, et je laissais le silence s'étirer, juste assez pour la sentir s'agiter. Quand je parlais enfin, ma voix était stable, basse, une lame affûtée par des années à avaler ma propre douleur. « Tu pourrais commencer, » disais-je, « par dire merci. » Et la ligne devenait si silencieuse. J'entendais son souffle se couper. Un hoquet brusque. « Surprise. »« Pourquoi? » exigeait-elle. Sa voix craquant, comme de la glace fine sous les pieds. Je m'adossais dans ma chaise, le grincement de son vieux bois me recentrant. Pour les 5 ans où j'ai maintenu cette maison à flot. Quand tu ne pouvais pas garder un emploi. Pour les 3 fois où j'ai payé tes dettes de carte de crédit sans un mot. Même quand ça signifiait sauter mes propres factures pour avoir élevé tes enfants. Tes enfants. Pendant que tu étais à te chercher dans des bars et des rêves empruntés. Pour ne pas avoir appelé la police cette nuit, où tu t'es éclipsé avec un billet de loterie qui n'était pas à toi, les mains tremblantes, mais les yeux froids. « Two mens » lançait-elle, mais il y avait un tremblement dans sa voix, une fissure dans son armure. Elle savait. Elle avait toujours su. « Non » disais-je, mes mots tranchant net à travers son déni. « J'ai des preuves. J'ai signé le billet. La vidéo de surveillance du magasin a été vérifiée. J'aurais pu le reprendre discrètement. Régler ça dans l'ombre, où tu l'as laissé. Mais tu t'es assuré que tout le monde entende ta version. N'est-ce pas? En la paradant sur cette scène, en tissant ton histoire pour les caméras. Alors je me suis assurée qu'ils entendent la mienne. Elle craquait alors, pas avec des larmes douces ou du remords, mais avec les sanglots crus, désespérée de quelqu'un regardant son empire de mensonges s'effondrer. Tu as tout ruiné. Où qu'était-elle? Sa voix épaisse de la peur. Qui vient? Quand le monde vous voit tel que vous êtes? Non, disais-je, calme, comme un matin d'hiver. Tu as construit cette ruine. J'ai juste cessé de prétendre que c'était un palais. Son souffle se coupait à nouveau, et je pouvais presque la voir, cherchant des mots, un moyen de reprendre le contrôle. Tu ne comprends pas, plaidait-elle. J'ai acheté des choses, la maison, la voiture, les vêtements, tout. C'est fini maintenant. N'est-ce que pas? Tu as tout pris? Je ne bronchais pas. J'ai déjà donné la moitié, disais-je, ma voix inébranlable, chaque mot délibéré, à des refuges pour femmes, à des mères célibataires qui se battent pour leurs enfants. Pas les abandonnent à celles qui ne traitent pas leur propre chair et sang comme des ordures laissées sur le trottoir. Elle hoquetait, un son si aigu, qu'on aurait dit que je l'avais frappée au visage. « Tu es folle ?» murmurait-elle. Mais il n'y avait plus de conviction, juste l'écho de sa propre défaite. « Non, » disais-je, ma voix douce, mais inflexible. J'en ai fini d'être ton ombre, ton filet de sécurité, ton partenaire silencieux dans une vie que tu n'as pas gagnée. Et puis je raccrochais, sans avertissement, sans hésitation. Juste le clic discret de l'appel, qui se terminait, comme la fermeture d'une porte, que j'avais tenue ouverte trop longtemps, le silence, qui suivait,
était différent, pas lourd, pas étouffant, mais léger, comme la première respiration après une longue plongée sous l'eau, pour la première fois depuis des années. Je ne me sentais pas comme une mère nettoyant le chaos de quelqu'un d'autre, ou une sœur portant le poids de quelqu'un d'autre. Je me sentais, moi, entière, libérée, la vraie gagnante d'un jeu, que je n'avais pas choisi de jouer, mais en posant le téléphone, une lueur de quelque chose remuait dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas du regret, mais une question. Que vient-il ensuite? Quand vous avez brûlé le pont, que vous avez passé une vie à construire, je jetais un œil à l'horloge, la journée était encore jeune, et le monde dehors attendait de voir ce que je ferais de ma victoire. Le soleil venait à peine de ramper au-dessus de l'horizon le lendemain matin, quand le monde commençait à changer sous ses pieds. À l'aube, ses comptes étaient gelés, verrouillés, comme un coffre-fort. Les banques, avec leur efficacité froide, avaient agi rapidement, une fois la réclamation de fraude confirmée, leur système clignotant en rouge avec le poids de sa tromperie. Sa maison, ce manoir de verre scintillant à Deauville, qu'elle vantait dans chaque post sur les réseaux sociaux, était maintenant sous examen, son titre est emmêlé dans un nœud juridique, qu'elle ne pouvait défaire. La voiture, un cabriolet élégant, qu'elle conduisait, comme une couronne, était louée sous un nom qu'elle n'avait plus légalement droit de revendiquer, même les bijoux, ces chaînes et bagues scintillantes, qu'elle portait, comme une armure, et les sacs de créateurs empilés dans son placard, comme des trophées d'une guerre qu'elle n'avait pas menée. Chacun remontait à des reçus, et aucun ne portait son nom. La vérité défaisait sa vie, fil par fil, et je n'avais pas à lever le petit doigt. C'est ça avec le vol. C'est une maison de cartes, fragile et éphémère. Une fois que la vérité souffle, ça s'effondre sous son propre poids. J'entendais l'histoire par notre cousine Mathilde, qui venait d'être ramenée dans son orbite après 5 ans de silence. Mathilde m'appelait, sa voix mêlée de choc et d'amusement sombre, racontant comment Céline, celle qui m'avait crié dessus hier, avait fait irruption dans une boutique en ville, son air habituel de confiance intouchable la suivante. Comme un parfum, elle avait passé sa carte pour un foulard de soie, quelque chose pour apaiser la piqûre de son humiliation publique. L'écran clignotait en rouge. Refusé. Elle essayait une autre carte, ses joues rougissant, alors que le sourire poli de la caissière se crispait. Refusé. Mathilde disait qu'elle était sortie en trombe, criant sur des problèmes techniques et des poursuites, sa voix résonnant sur les murs polis de la boutique. Mais ce n'était pas un problème technique, c'était une conséquence, froide et inflexible, celle qu'elle n'avait jamais vue venir, car elle pensait que personne n'oserait la tenir responsable, encore moins moi, la mère discrète, qui tressait ses cheveux avant les entretiens d'embauche, murmurant qu'elle était capable de tout, même quand elle doutait d'elle-même. Je suppose qu'elle avait oublié que j'étais capable aussi. Je ne sais pas le moment exact où ça a fait tilt pour elle, peut-être quand la lettre de la loterie nationale arrivait, son sceau officiel énonçant sa défaite en encre noire. Peut-être quand l'avis d'expulsion était collé à la porte d'entrée de ce manoir, sa façade de verre reflétant son visage stupéfait. Ou peut-être quand elle s'asseyait face à un avocat, sa voix tremblante, alors qu'elle essayait d'expliquer comment sa propre mère pouvait lui faire ça, pour que l'avocat glisse un dossier sur la table, calme, comme un lac d'été. À l'intérieur, des images de surveillance du magasin du coin, granuleuses, mais unmistakable, la montrant glissant ce billet de loterie dans son sac. Des reçus méticuleusement catalogués, aucun à son nom, et ma signature, audacieuse et claire sur le billet, qui changeait tout. Chaque pièce de preuve était une brique dans le mur, qui l'enfermait. L'ironie était aussi tranchante qu'un vent d'hiver. Elle pensait que l'argent la rendait intouchable, une reine dans un château bâti sur des mensonges. Elle paradait sa richesse, son statut, sa victoire, sans jamais jeter un regard en arrière à la femme, qui l'avait soutenue à chaque chute. Mais à la fin, ce n'était pas l'argent qui la brisait, c'était la vérité, implacable, sans excuse. Et enfin libre. Elle la dépouillait, la laissait debout dans les décombres de ses propres choix, pendant que je me tenais sur un sol solide pour la première fois depuis des années, que je n'allais au moment, elle se présentait 3 jours après l'effondrement. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste un coup frénétique à la porte.
comme si elle était encore le centre d'un monde, qui avait cessé de tourner pour elle depuis longtemps. Je n'ouvrais pas tout de suite. Je l'observais depuis la fenêtre du salon. Cheveux emmêlés, maquillage étalé. Pourtant un sweatshirt qui ne correspondait pas à la version d'elle, qui posait autrefois en robe de soie et postait sur laisser l'énergie fauchée derrière. Elle ne pleurait pas. Pas vraiment. Elle était furieuse. J'ouvrais la porte d'un pouce, juste assez pour voir ses yeux. « Maman », disait-elle, voix aiguë, essoufflée, « il faut qu'on parle. » Je ne bougeais pas. Il n'y a plus rien à dire. Tu ne peux pas me faire ça. Lançait-elle. Je ne savais pas. Que c'était ton billet. Tu n'as pas demandé, répondais-je. Tu n'as même pas vérifié. Tu l'as juste pris. Et tu as couru. Sa bouche se crispait. D'accord. Peut-être que j'ai merdé. Mais je l'ai mes comptes. Tout reprendre. Ce n'est pas de la justice. C'est de la vengeance. Je penchais la tête. Tu m'as appelée sorcière. Sang Shui. Tu as affiché mon humiliation. Comme un jeu. C'était. Elle commençait. Puis s'arrêtait, réalisant qu'il n'y avait pas d'excuse assez bonne. J'attendais. Elle changeait de poids d'un pied à l'autre. J'ai besoin d'aide. Voilà, la vérité sous tout le bruit. Pas du remords, pas de la culpabilité. Juste du besoin. Elle avait encore besoin de moi, mais pas comme mère, comme ressource. Je laissais le silence s'étirer, assez longtemps pour qu'elle s'agite. Sa voix te devenait plus dure, plus désespérée. Tu as fait ton point. Tu as ton argent. Tu as ton nom sur le chèque. Heureuse maintenant. Peut-on revenir à la normale? Je réfléchissais un instant à ce que normal signifiait autrefois. Ça voulait dire moi là pourtant. La finançante, nettoyant derrière elle. Pendant qu'elle construisait des châteaux avec mes os, je la regardais droit dans les yeux. Dieu? Sa mâchoire tombait. Quoi? Je ne me répétais pas. Commençais juste à fermer la porte. Tu le regretteras, criait-elle, la voix montant. Tu penses que cet argent va te rendre heureuse. Tu penses que tu peux acheter la paix. Je m'arrêtais, et pour la première fois, je souriais. Non, mais je t'ai acheté hors de ma vie. Puis je fermais la porte. Pas de claquement, juste doucement.